l'opération. Donc, on va vous proposer au fur et à mesure de l'année à venir et de l'année académique qui va commencer à partir de septembre, on va vous reproposer d'autres dates aussi pour d'autres types de formations ou d'informations de ce même format. Et donc voilà, aujourd'hui, on a voulu spécifiquement et à destination de vous, des travailleurs de CPAS ou des luttes CPAS, vous entretenir et vous donner un peu une vue générale de l'état de la situation de la pauvreté à Bruxelles. On pensait que c'était quand même comme séance d'ouverture, c'était quand même intéressant de se pencher un peu là-dessus. On a évidemment, et dans les CPS, vous avez une bonne vision de ce qui se passe sur votre territoire. Mais à l'échelle de la région, c'est quand même l'objectif aussi de la fédération, c'est de vous donner aussi une image à l'échelle de la région et des enjeux qui nous attendent dès maintenant, en quelque sorte. J'allais presque dire dès après l'été, mais c'est dès maintenant. Et donc, on a le plaisir ce midi donc d'accueillir Sophie Gérard, qui est coordinatrice de la Street Law Clinic en droit social à l'ULB, et Flore Bélanger, qui est doctorante aussi à la faculté de droit à l'ULB, qui réalise sa thèse actuellement sur les pratiques des CPS. Vous nous inviterez pour votre défense de thèse, parce que voilà, c'est intéressant. Et donc, c'est un regard externe, c'est un regard extérieur, c'est un regard intéressant, et voilà, qui nous fera poser quand même quelques questions sur notre travail, sur votre travail au sein des CPS, mais c'est le but aussi de ces midis, c'est de vraiment s'interroger sur, au-delà d'une thématique, et comme je vous disais, de dresser l'état des lieux de la précarité à Bruxelles, c'est aussi de s'interroger sur le travail qui est fait, sur les problématiques qui sont rencontrées. Et puis, on sait aussi que des enjeux à la fois politiques, sociaux, socio-économiques à Bruxelles sont quand même devant nous, sont en train de se dérouler d'ailleurs et sont devant nous. Et donc, on doit absolument être d'être up-to-date, d'être aujourd'hui à jour. Et donc, on se fait un plaisir de vous entendre et de vous rencontrer à cette occasion de ce midi. Alors, pour les communications de service d'habitude, hein, vous allumez pas, voilà, allumez pas vos micros à ce stade. On va prévoir une séance de questions-réponses à l'issue de la présentation qui va durer à peu près une bonne demi-heure. Il y en aura encore un bon 20 minutes pour échanger. Et donc, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Le PowerPoint qui vous sera projeté sera aussi accessible dans les prochains jours dans les deux langues sur notre site internet, mais on ne manquera pas de vous envoyer le lien pour ceux qui se sont préalablement inscrits, et sinon vous allez simplement sur brulocalis.brussels et vous trouverez le PowerPoint. Je pense que j'en ai fini pour la présentation et pour l'ouverture de ce webinaire, si ce n'est que je vous remercie d'être là, encore une fois, et que donc je passe immédiatement la parole à nos deux intervenantes de ce midi. Je ne sais pas dans quel ordre, mais donc à vous pour... Voilà. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Pas de souci, vous arrivez juste au bon moment. Ah, ça va. On allait donc commencer et je vais partager notre PowerPoint. Alors, comment est-ce que je fais pour le mettre en grand? Comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien le PowerPoint? Ouais, ok, super. Donc, merci beaucoup, Brulocalis, de nous avoir invités à venir partager ce midi de la Fédé avec vous pour vous parler de l'état de la précarité à Bruxelles et des enjeux qui sont très importantes. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, on a décidé de diviser notre intervention en 4 grandes parties. Je vais commencer par vous tirer un très bref et rapide état des lieux de la précarité à Bruxelles, et puis réfléchir avec vous à quelques causes de cette précarité. Et puis Flore prendra le relais pour vous présenter la manière dont le législateur a décidé de s'atteler à cette précarité et comment cette préoccupation a évolué auprès du législateur. Et puis elle terminera avec quelques réflexions sur les réformes envisagées à court. Pour commencer directement d'entrer dans le vif du sujet avec plein de chiffres, je voulais commencer par vous rappeler quelques grandes généralités, quelques grands aspects de contexte au sujet de Bruxelles, qui est la seule ville-région du pays, et donc une ville où on a quand même
plein de points communs au sein de notre ville, mais en même temps qui est divisé en 19 communes, 19 CPS qui ont chacun leur spécificité. Et même au sein de chaque commune, on a des quartiers chaque fois qui ont des spécificités également. On voit à Bruxelles, on a parmi les quartiers les plus riches et aussi parmi les quartiers les plus pauvres du pays, donc avec des grandes inégalités au sein de notre ville. Et puis une autre spécificité de Bruxelles concerne sa population. On sait qu'on a des différences au niveau de l'origine, au niveau de diplôme et aussi au niveau de l'âge par rapport aux autres régions. Par rapport à l'âge, justement, on a une population qui est particulièrement jeune à Bruxelles. On a une moyenne de 37-38 ans chez la population bruxelloise pour environ 42-43 ans dans toute la Belgique. Donc c'est aussi important à avoir ça en tête. Et encore un dernier aspect intéressant à avoir en tête, c'est que on a beaucoup de chiffres sur la question de la précarité, mais on a aussi beaucoup de personnes qui n'entrent pas toujours dans ces chiffres parce qu'elles ne bénéficient de quasiment aucune protection sociale. On pense notamment aux personnes sans abri ou sans papier. Et donc, on a des chiffres qui sont alarmants, mais c'est aussi intéressant d'avoir en tête que certaines personnes tombent en dehors de ces chiffres, malheureusement. Et alors, pour commencer, pour vous parler de précarité, on avait envie de commencer avec les chiffres en matière de CPS, puisque c'est ça qui nous concerne principalement ici. Et je suppose que vous connaissez déjà, mais au cas où, je voulais vous rappeler le fameux baromètre de l'intégration sociale, du SPP Intégration Sociale, qui est un site extrêmement intéressant avec beaucoup de chiffres, beaucoup de données, le plus à jour possible, qui sont vraiment intéressantes à consulter. Et sur ce site, on voit notamment la répartition des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale en Belgique. Et on voit qu'à Bruxelles, on a vraiment un pourcentage vraiment beaucoup plus important que dans les autres régions. Alors ici, les chiffres, c'est le nombre de personnes pour 1000 habitants, donc ce n'est pas des pourcentages. Et donc à Bruxelles, on a presque 39 personnes pour 1000 habitants qui bénéficient du 10, ce qui est vraiment beaucoup plus que dans les autres régions, comme vous voyez sur la slide. Et si on zoome encore plus sur Bruxelles, on voit les différences que je mentionnais tout à l'heure entre les différentes communes. Et si on zoome encore plus, on verra les différences entre les différents quartiers, puisque ici, on voit qu'on va de Woluwe-Saint-Pierre, où on est à presque 9%, 9 pour 1000 personnes qui bénéficient du 10, jusqu'à Saint-Josse et Molenbeek, où on est à 66-67 pour 1000 habitants qui bénéficient du 10. Donc, des grandes différences, mais avec beaucoup de chiffres quand même très importants dans les communes bruxelloises. Et encore un dernier chiffre quand on parle de revenus d'intégration, je trouve que ce graphique-là est assez parlant également. Donc la ligne rouge représente le revenu d'intégration, l'évolution du nombre de personnes qui bénéficient du revenu d'intégration. La ligne bleue, c'est les allocations de chômage. Et on voit qu'en 10 ans, le nombre de personnes qui bénéficient du revenu d'intégration a augmenté de 58% à Bruxelles, alors que l'augmentation à l'échelle nationale est de 46%. Donc on est encore bien au-dessus à Bruxelles de nouveau, avec de nombreux facteurs qui peuvent l'expliquer évidemment. Et de nouveau, c'est une moyenne. Donc, on a certains publics, par exemple les 18-24 ans, qui est un public que je connais un petit peu mieux, on voit que l'augmentation est encore plus grande. On a 85% d'augmentation sur la même période. Donc, on voit vraiment qu'il y a une grande augmentation. Et quand on voit ces chiffres, on pourrait se réjouir quelque part en se disant de plus en plus de personnes reçoivent des aides, c'est positif. On peut aussi se demander si ce n'est pas aussi un indicateur d'une augmentation de la précarité de la population. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas se limiter aux chiffres de personnes qui reçoivent une aide du CPS, mais d'aller voir d'autres indicateurs. Par exemple, l'indicateur de seuil de risque de pauvreté. Là, on voit, donc bon, c'est un graphique très, très petit et un peu moche, mais il est quand même assez parlant, je trouve, parce qu'on voit la ligne verte, la première ligne, c'est la région de Bruxelles-Capitale, comparée aux autres provinces de Belgique. Et on voit qu'à Bruxelles, on a un pourcentage de personnes qui a un risque de pauvreté et d'exclusion qui est vraiment beaucoup plus important que dans les autres provinces. À Bruxelles, on est à 37,5% de personnes à risque, pour une moyenne belge de 16-17%. De nouveau, on est vraiment bien au-dessus. Et de nouveau, c'est un chiffre un peu abstrait. Parler de risque de pauvreté et d'exclusion, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire concrètement. Et donc là, je trouve qu'il y a encore un graphique, j'ai bientôt fini avec les graphiques promis, qui est assez parlant parce qu'on voit les effets concrets sur la vie des personnes derrière cette notion de risque de pauvreté. Et c'est l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles qui a mené une étude et qui a réalisé ces graphiques. En fait, tous les 2 ans, ils réalisent un rapport sur l'état de la pauvreté à Bruxelles qui est vraiment extrêmement bien fourni, extrêmement intéressant. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir aussi ce rapport. Celui-ci, c'est le dernier, il date de 2023. Donc, j'imagine que le prochain ne devrait plus trop tarder. Et là, vous voyez en fait la proportion de la population bruxelloise qui vit dans un
un ménage qui ne peut pas se permettre certaines dépenses concrètes, importantes pourtant pour le ménage, réparties par quintile de revenus équivalents. Et vous voyez qu'en fait, il y a quand même beaucoup, les plus bas quintiles, mais en fait, il y en a quand même plusieurs qui ont vraiment du mal à réaliser des dépenses imprévues, pouvoir payer une semaine de vacances par an, remplacer des meubles, avoir une voiture, voire même manger des protéines 2 fois par jour. Donc là, on voit déjà les impacts concrets sur la vie des ménages. Et le graphique suivant, qui est dans le même ordre d'idées, montre les impacts sur la vie plus personnelle des personnes qui ont du mal à réaliser des dépenses pour elles-mêmes, avoir des loisirs, remplacer leurs vêtements usés, boire un verre avec des proches, etc. Pour se donner plus une idée concrète des effets de la précarité. Et maintenant qu'on a une idée de l'état de la précarité à Bruxelles, c'est intéressant aussi de réfléchir aux causes qui se retrouvent derrière cette précarité. Alors, des causes, il y en a évidemment énormément et je n'ai absolument pas prétention à toutes les connaître, mais les principales, je pense qu'on peut citer, c'est déjà le coût de la vie qui explose. Je pense qu'on en a tous et toutes bien conscience. Une autre cause qu'on remarque de plus en plus, c'est le phénomène des travailleurs pauvres. On a de plus en plus de travailleurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et là, de nouveau, dans l'étude de l'Observatoire du social et de la santé, on voit qu'on a un travailleur sur 10 qui vit avec un revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté à Bruxelles, ce qui est beaucoup plus que dans les autres régions. Et donc, on voit qu'en fait, le travail ne protège pas ou ne protège plus contre la précarité, ce qui est assez alarmant. Une autre cause possible de la précarité, c'est le montant des aides qui existent, qui n'est pas toujours suffisant. On voit, là, on peut comparer par exemple le montant du revenu d'intégration avec le seuil de pauvreté et le budget de référence. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2023 parce que c'est la dernière année où j'avais les informations pour toutes les cases, mais la réalité actuelle est toujours identique, voire même, c'est en tout cas pas améliorée clairement, voire c'est même empiré. Et donc, on voit que le revenu d'intégration se trouve en fait en dessous du seuil de pauvreté et un autre indicateur qui est parfois même encore plus affiné que le seuil de pauvreté, c'est le budget de référence, qui est en fait un budget moyen dont il faut disposer pour pouvoir satisfaire à ses besoins fondamentaux, pour pouvoir vivre dignement. Et ça, on voit que le revenu d'intégration, on est encore plus éloigné. Donc, on voit que les aides ne suffisent pas à sortir ou à maintenir nécessairement une personne de la précarité. Et la dernière cause sur laquelle je voulais attirer votre attention, la dernière cause de précarité, c'est le non-recours aux droits sociaux. Donc, c'est le fait, en théorie, d'avoir droit à une aide, mais en pratique, de ne pas pouvoir en bénéficier. Et en matière de CPS, le taux de non-recours est particulièrement important. Alors, c'est pas facile à évaluer parce qu'il faut savoir combien de personnes, en théorie, pourraient avoir droit à cette aide pour l'évaluer. Donc, on a beaucoup de chiffres, beaucoup d'études différentes. Mais récemment, il y a une étude de la KU Leuven et de l'UC Louvain, avec notamment Kathleen Van Den Broek, qui est sortie fin de l'année passée, qui est très intéressante, très fouillée sur la notion de non-recours, qui, eux, ils chiffrent à 46% le taux de non-recours au revenu d'intégration. Ça veut dire qu'il y a presque une personne sur deux qui a droit à l'aide sociale en Belgique, qui entre dans les conditions, mais qui n'en bénéficie pas en pratique, ce qui est vraiment énorme. Et ça, c'est pour le revenu d'intégration. Mais si on regarde les droits dérivés, on voit des montants des taux de non-recours très variables en fonction des types d'aides. Il y en a certaines aides qui sont vraiment octroyées à toutes les personnes qui ont droit, mais d'autres, on a presque 70% de non-recours. Le taux de non-recours est particulièrement élevé, notamment pour le tarif social, pour le téléphone et Internet, pour la prime d'installation, aussi pour des aides à la mobilité, par exemple. Donc ça, c'est important à avoir en tête aussi. Et alors, les causes du non-recours peuvent être évidemment multiples aussi. Généralement, on les classe dans 4 grandes catégories que vous voyez là au tableau. Alors, je n'aurai pas le temps de les passer toutes en revue, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer qu'il y a énormément de causes possibles. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a certaines causes qui sont propres à la personne. Elle ne connaît pas les règles, elle a une méconnaissance de sa situation, ou alors elle rencontre beaucoup de barrières aussi, parfois des barrières liées à la complexité de la procédure, une barrière d'ordre psychologique, d'ordre linguistique, d'ordre liées à ses compétences numériques aussi. Et donc,
c'est important d'avoir conscience que les personnes que vous allez avoir devant vous en CPS sont aussi passées parfois au-delà de toutes ces barrières, qu'elles ont déjà un parcours derrière elles. Mais ce qui est aussi important, c'est que vous, en tant que mandataire, vous pouvez aussi agir sur certaines de ces causes. Parce qu'on voit aussi dans les causes qu'il y a le fait qu'une personne introduise une demande, mais finalement, il y a un couac quelque part dans la procédure et que la personne ne reçoit pas l'aide ou que le CPS, parfois lui-même, ne propose pas certaines aides à la personne. Et donc, on voit qu'il y a parfois un problème au niveau de la procédure, parfois au niveau de la compréhension de la situation de la personne ou de l'application de la législation. Et donc ça, c'est des points sur lesquels on peut faire attention et sur lesquels on peut agir. Et donc, au sein des CPS, on peut agir sur les différentes causes. De nouveau, je ne vais pas avoir le temps de passer en revue toutes ces pistes d'action, mais on peut notamment travailler sur l'information, une information claire et proactive qu'on fournit aux usagers, aux potentiels usagers. Travailler aussi sur la question des procédures, voir si on ne pourrait pas les simplifier, si tout est absolument nécessaire dans les documents qu'on demande, etc., toutes les étapes de la procédure. Et si on se concentre sur les aspects de non-réception et de non-proposition, là, je pense que justement, vous pouvez agir aussi en assurant d'avoir la meilleure connaissance possible des règles en la matière, des aides qui existent également, et aussi de la situation de la précarité à Bruxelles. Et c'est pour ça que je trouve ça formidable que Brulocalis organise des formations et que vous y assistiez. C'est déjà une super étape pour pouvoir lutter contre certaines des causes du non-recours. Parmi les autres pistes de solutions, je pense que je voudrais encore insister sur la question de l'importance du travail en réseau, de ne pas hésiter à faire appel à des acteurs de terrain, que ce soit pour l'information, l'accompagnement des usagers, voire pour un relais au sein des CPS qui ne peuvent évidemment pas tout faire, et donc ne pas hésiter à se reposer aussi sur des partenaires externes. Et puis, évidemment, quand on parle de non-recours, il y a aussi des causes qui ne dépendent pas des CPS. Ça, il faut aussi en avoir conscience. Il y a plein d'actions qui doivent être prises en dehors des CPS, notamment, par exemple, pour réfléchir à l'automatisation de certains droits, quand c'est possible. Pour certaines aides, ça ne sera évidemment pas possible pour toutes les aides. Et ça pose beaucoup de questions pratiques auxquelles il faut réfléchir, mais ça pourrait déjà permettre de limiter le non-recours et d'augmenter donc les personnes qui reçoivent des aides et essayer de limiter la précarité à Bruxelles. On peut aussi réfléchir à justement mieux suivre ces questions de non-recours, renforcer les organisations de terrain pour avoir de meilleurs partenariats par la suite, etc., etc. Merci beaucoup, Sophie. Moi, je vais embrayer sur la troisième partie du coup de cette présentation qui a deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre assez rapidement, parce que je vais dresser un aperçu assez rapide, les référentiels qui ont existé en matière d'aide sociale jusqu'à présent et de pouvoir identifier en lien avec ces référentiels à la fois les ruptures qu'il y a eu, mais aussi les lignes de continuité qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le cadre normatif en matière d'aide sociale, et puis de pouvoir situer les transformations actuelles sur une trajectoire plus globale, tant au niveau historique que politique, ce qui est quand même important quand il se passe des choses aujourd'hui, d'aller voir ce qui s'est passé avant et de voir comment ça s'inscrit par rapport à tout ça. Alors, il faut garder à l'esprit que dans le régime actuel de l'aide sociale au sens large et dans les représentations qu'on en a, il y a en fait des éléments de tous les référentiels que vous voyez pour l'instant sur la slide. J'en ai mis 3 en évidence, on pourrait en mettre 4 à l'heure actuelle. Le premier, c'est l'assistance, puis on est passé dans l'aide, et puis on est passé dans l'activation. Et certains disent, je suis plutôt d'accord avec eux, qu'on est dans la contractualisation maintenant de l'aide, et donc c'est encore un petit pas plus loin que l'activation. Schématiquement, on est passé, et assez grossièrement, d'un modèle de charité chrétienne, de faveur, de devoir moral de s'occuper des personnes indigentes, qui était très arbitraire et qui était laissé au bon vouloir des bonnes œuvres, en fait, finalement, et de tout le monde philanthropique et à l'Église, à un modèle d'activation sociale qui s'impose maintenant depuis le début du XXIe siècle. Les référentiels, comment est-ce qu'ils ont évolué ? Ils ont évolué d'abord en fonction de la manière de percevoir la précarité et les personnes en situation de précarité. On a parlé au fil de l'histoire d'indigents, de vagabonds, de mendiants, d'inactifs, d'oisifs. Et l'oisiveté, c'était vraiment le grand vice au XXe siècle. Et aujourd'hui, on parle de personnes en situation de précarité. Et donc, le vocabulaire, mais donc aussi les représentations qui y sont associées, ont évolué au fil du temps. On a aussi une évolution en fonction de la conception de la responsabilité politique dans la précarité. Si on considère que la précarité est le résultat d'un système qui produit les conditions d'existence précaires,
ou si on considère que c'est la faute des personnes qui sont en situation de précarité, qu'elles y soient, la manière dont on va réagir politiquement ne va pas être la même. Et puis, ça évolue aussi en fonction du type de contrat social qui est passé politiquement et du type de modèle social qu'on a. Et donc, vous le savez, on est passé par un État-providence, et puis maintenant, on est dans l'État social actif, sur lequel je vais revenir. Mais donc, il y a aussi des évolutions de référentiels en lien avec tout ça. Le premier référentiel dont je vais vous parler, c'est celui de l'assistance. L'assistance, on date ça plus ou moins 1925. On quitte la charité chrétienne, on institutionnalise l'aide, enfin l'assistance, le secours aux personnes, avec la mise en place des commissions d'assistance publique. Les missions de ces commissions, c'était de soulager et prévenir la misère. Et on reste dans une conception de l'assistance qui est liée à la faveur, en fait, de donner une faveur à une personne, puisque l'aide, à ce moment-là, elle est facultative. Il y a eu des critiques sur ce modèle, avec cette idée que l'aide était octroyée de manière très arbitraire à cette époque-là. Et donc, on est passé en 74 au Minimex, le droit à un minimum de moyens d'existence. Le Minimex, donc cette somme minimale pour exister. En 74, c'est assez intéressant ce passage-là, puisqu'on voit l'apparition du mot droit. Et donc, on quitte la faveur pour entrer dans le domaine du droit, avec un droit subjectif à ce Minimex, assez peu de conditions à l'époque, et la création en 76 des centres publics d'aide sociale. Et donc, vous aurez remarqué que ça a donc changé de nom maintenant, et j'en parlerai dans le prochain référentiel. Ce qui structure ce passage au Minimex, c'est quand même, on est post-Seconde Guerre mondiale, on a un système de sécurité sociale, on a le développement d'un système assurantiel qui est le système principal, qui est censé couvrir les aléas de la vie. Et donc, comme on a cotisé, on a le droit d'être couvert au cas où des risques se réalisent, maladie, chômage, etc. Versus le système de l'assistentiel, de l'assistance, dans lequel on est en matière d'aide sociale. On se dit qu'il est résiduaire et subsidiaire, et donc c'est uniquement si les personnes ne peuvent pas être couvertes par l'assurance qu'elles tombent dans l'assistance. Je vérifie juste que je n'ai plus rien à dire là-dessus. Oui, à ce moment-là, on supprime aussi la notion d'indigence. Et avec l'entrée du salariat, le salariat devient quand même prédominant. On est quasi à la sortie des 30 Glorieuses, dans un modèle d'État-providence. Et en fait, les pauvres de l'époque, c'est ceux qui n'ont pas de travail. Et donc, c'est vraiment ces personnes-là qui vont être le public principal du Minimex, qui est vraiment juste une somme d'argent qu'on donne pour permettre aux personnes de vivre. Et puis, en 2002, on a le passage au droit à l'intégration sociale. Avec la loi du 26 mai 2002, les CPS changent de nom, ça devient les centres publics d'action sociale. Et ici, le référentiel principal, c'est celui de l'activation et de l'État social actif. Alors, on est dans les années 90, il y a quand même une grande crise de l'État-providence, avec un désenchantement. On constate que les aides financières, elles ne permettent pas de sortir de la précarité, que les personnes restent très longtemps dans le système assistentiel. Et donc, on a de plus en plus de théoriciens politiques qui plaident pour une troisième voie, l'État social actif. Et donc, Anthony Giddens, il qualifie ce référentiel-là avec 4 items principaux: l'individualisation, l'activation, la prévention et la responsabilisation. Et donc, a priori, puisque vous êtes un peu familier avec le cadre de l'aide sociale actuellement, on retrouve quand même fort ces points-là dans le cadre normatif actuel et dans la manière dont on traite les personnes précarisées aujourd'hui. L'idée du passage au revenu d'intégration sociale, au droit à l'intégration sociale, c'est d'en finir avec la passivité des allocataires sociaux. Et donc, avec la loi de 2002, on voit aussi apparaître le PIS, donc le projet individualisé d'intégration sociale. Je vais en parler puisque je voulais aussi parler de contractualisation aujourd'hui. Ce fameux PIS, qui est donc un contrat écrit, un contrat entre guillemets, hein, la qualification juridique, elle est quand même discutée, un contrat écrit entre le CPS et l'usager, le bénéficiaire, l'ayant droit, peu importe finalement comment on l'appelle, la personne qui bénéficie d'une aide du CPS, lié à un projet que cette personne s'engage à réaliser, donc elle prend des engagements, le CPS en retour prend aussi des engagements, et la conséquence du non-respect de ce PIS, ça peut être une suspension de l'aide. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui qu'une suspension de l'aide, même d'1 mois, pour des personnes qui dépendent du CPS, c'est quand même assez conséquent. Et donc on passe dans cette contractualisation, avec une contractualisation de plus en plus importante, puisqu'en 2016, on a eu une généralisation du PIS pour toutes les premières demandes. La difficulté en lien avec le PIS, c'est qu'il est censé être co-construit avec l'usager et individualisé au maximum. Sauf qu'en pratique, vous n'êtes pas sans connaître les réalités de terrain.
la charge de travail, le temps disponible pour chaque usager, etc., rend très compliqué d'individualiser au maximum le PIS. Donc, on peut quand même se poser des questions sur cet outil et j'y reviendrai dans ma partie sur les réformes envisagées par l'Arizona. Au niveau de l'activation, j'aimerais quand même revenir sur les termes qui sont quand même importants puisqu'on parle d'activation socio-professionnelle. Et donc, je vous l'ai dit, dans l'histoire et le développement des référentiels, il y a quand même un focus très important sur le travail et la mise à l'emploi était vraiment considérée comme la manière de s'émanciper, de se responsabiliser et de pouvoir participer à la société. Or, on oublie parfois qu'il y a cet aspect social dans l'activation. Et donc, l'activation sociale, ça peut aussi consister en la participation à une formation, un suivi d'alphabétisation, une insertion dans les associations de quartier, le développement d'un réseau, l'inscription auprès d'une maison médicale, etc. Et donc, il y a quand même vraiment beaucoup de choses auxquelles on peut penser. Et c'est aussi le rôle des services d'ISP en termes d'accompagnement. Mais donc, avec ce passage au droit à l'intégration sociale, le nom le dit bien, on se dit que l'aide financière ne suffit plus et qu'il faut aussi un accompagnement. Je passe au 4e point de notre présentation. Je pense qu'on est encore dans les temps, plus ou moins. Les réformes envisagées par l'Arizona. Donc, j'ai été relire l'accord de majorité et j'ai identifié quelques points. Je me suis quand même concentrée principalement sur ce qui concernait directement l'aide sociale et moins sur les conséquences d'autres modifications, même si j'en toucherai un mot parce que c'est dans l'actualité actuellement. Le premier point que je voulais mettre en évidence, c'est la philosophie de ces réformes proposées qui sont toujours dans la voie de l'activation et de la contractualisation. On lit des phrases telles qu'un système social auquel il faut d'abord contribuer. Nous réformons et simplifions notre aide sociale afin de renforcer sa dimension activante. Et donc, cette dimension d'activation, elle est vraiment réaffirmée dans cet accord politique. La structure du système avec ce côté assurantiel et ce côté assistentiel est aussi très, très fort renforcée. Donc, on comprend bien que l'assistance, elle est censée être la plus résiduaire possible. Puis, on a un renforcement du PIS, qui est vu comme un outil d'accompagnement maximal par les personnes qui ont écrit l'accord. Et on a des questions qui se posent par rapport à une conditionnalité qui a l'air plus importante pour certains types de publics, notamment pour les personnes avec assuétude, desquelles on dit dans l'accord qu'avec avis médical favorable, elles pourraient être contraintes, entre guillemets, dans le PIS, à suivre une cure de désintoxication en contrepartie du fait de bénéficier d'un revenu d'intégration. Ensuite, sur les mesures très concrètes, il y a une proposition de réduire l'aide sociale pour les personnes réfugiées et bénéficiaires de protection subsidiaire avec un système de bonus. Donc, elles pourraient toucher plus d'aide sociale si elles suivent un parcours d'intégration élaboré en étroite collaboration avec les communautés. On a aussi un plafond sur le cumul des prestations sociales sans beaucoup de précision qui est prévu, ce qui pose quand même question par rapport aux chiffres que Sophie vous a exposés en première partie de présentation, c'est-à-dire qu'on a vu le décalage entre le budget de référence et le revenu d'intégration. On sait aussi que les bas salaires sont trop bas et donc il y a de plus en plus de travailleurs qui ont besoin d'une aide sociale complémentaire à leur salaire. Et donc, ce cumul pose quand même des questions. Cumuler à quelle hauteur, ça va être quoi le minimum finalement, vers quoi est-ce qu'on va aller? Et puis, une possibilité de modifier la forme de l'aide si elle n'est pas utilisée pour répondre aux besoins fondamentaux de l'usager du bénéficiaire, donc d'en fournir une partie en nature ou que le CPS effectue certains paiements avant de verser le solde à la personne qui bénéficie du droit. Qui pose aussi question, du coup, à plusieurs niveaux. Mais donc, c'est quoi des besoins fondamentaux? Qui va évaluer ces besoins fondamentaux? Et ce qui rentre aussi dans la tension qui est décrite par de nombreux assistants sociaux entre contrôle et aide. Finalement, là, est-ce qu'on ne va pas vers encore plus de contrôle? Les enjeux principaux de ces mesures concrètes que je vous ai exposées, c'est une réduction du périmètre de la solidarité nationale. J'en ai pas parlé ici parce que c'est un peu plus complexe, mais il y a aussi des propositions qui sont faites par rapport aux citoyens européens, de limiter leur accès à l'aide sociale pendant une plus longue période que ce que c'est le cas actuellement. Et puis, il y a, j'ai mis un point d'interrogation, mais en fait, dans mon exposé, on sent bien que je suis plutôt convaincue qu'il y a un grand renforcement de la conditionnalité encore. Et donc, on va vers plus de contractualisation avec ce PIS qui prend une place de plus en plus importante, et vers de la conditionnalité, pas pour tout le monde, peut-être plus pour certains publics que d'autres. Donc, ça soulève aussi des questions. Au niveau un peu plus macro, il y a aussi une proposition du système de bonus-malus. L'idée, et ça a fait, c'est mentionné dans l'accord de gouvernement, donc j'en parle aussi, mais suite aux affaires au CPS d'Anderlecht, en fait, c'est explicitement dit dans l'accord. L'idée est de contrôler plus les pratiques des CPS et donc de récompenser par les incitants financiers les CPS qui s'engageraient au maximum dans l'accompagnement, l'activation et l'intégration des bénéficiaires.
et de inciter dans l'autre sens, donc punir, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais vous me comprenez, par des malus, les CPS qui ne feraient pas le maximum dans l'accompagnement, l'activation et l'intégration des bénéficiaires. Ces incitants seraient basés sur les performances et l'efficacité des CPS, et c'est mesuré selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs dont on ne nous dit pas grand-chose à ce stade. On peut quand même s'interroger sur la manière de mesurer la qualité de l'accompagnement dans les CPS. Je pourrais en parler longtemps, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Avant de clôturer ma présentation, je voudrais aussi revenir quand même sur la réforme des allocations de chômage brièvement, puisqu'on sait que, tout le monde sait que le système de sécurité sociale, c'est un système justement, et qui fonctionne en vase communicant. Et donc, que je comprends bien et je partage les inquiétudes des CPS et de l'univers CPS par rapport à cette arrivée massive de personnes, on discutait de ça avant de commencer le séminaire, cette arrivée massive de personnes dans un système qui fonctionne déjà à flux tendu. Et qu'effectivement, il y a de nombreuses questions qui se posent par rapport à ça, avec peu de clarté sur la manière dont cette absorption va être possible et sur les aides qui vont être prévues, parce que le bonus-malus, je ne sais pas s'il portera sur ces personnes-là aussi ou pas. Enfin, donc voilà, beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et je pense qu'on en a fini. Et juste à la fin de nos slides, on a mis quelques références pour si jamais vous voulez approfondir les questions qu'on vient d'aborder parmi vous. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, plein de questions qui sont ouvertes, des enjeux pour l'avenir direct, enjeux directs, et avenir direct aussi. Je voulais peut-être compléter, avant peut-être de laisser la parole s'il y avait des questions, n'hésitez pas, mais peut-être compléter sur peut-être une petite actualité, parce que voilà, on a rencontré donc au niveau de la fédération, donc moi je suis Georgi Madalis, le directeur de la fédération, j'ai oublié de me présenter dès le départ, mais bon voilà, tout comme j'ai oublié de vous dire qu'on enregistrait aussi, et que donc ça c'était uniquement pour permettre éventuellement à ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui de pouvoir quand même entendre la présentation. Et donc voilà, mais non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a rencontré donc les ministres du gouvernement fédéral, à la fois le ministre de tutelle des CPS, donc la ministre Annelien van Bossuyt, et le ministre de l'Emploi, Clara Val, notamment autour de la question, évidemment, exclusion. Alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une seule certitude, et elle est toute récente, elle l'a dit hier, puisqu'on a reçu les chiffres maintenant officiels, définitifs, établis par l'ONEM. Et donc, on est à plus de 40 000 à Bruxelles de personnes qui vont être exclues par phase. Hein. Donc, il y a ces phases, il faut le dire vite, hein, phase, mais par les phases. Mais pour l'année 26, on aura donc 40 000 personnes supplémentaires qui seront exclues des allocations de chômage. Ça ne veut pas dire qu'elles seront automatiquement, évidemment, dans les CPS ou qu'elles y resteront, puisqu'il y a effectivement des conditions qui ne sont pas les mêmes, et ce qui pose effectivement la question, vous l'évoquiez très bien, qui partage effectivement toutes ces questions, ces inquiétudes par rapport à cette transformation, à cette étape supplémentaire. Et alors peut-être pour revenir aussi, et c'est peut-être le début peut-être d'une question, mais pour revenir sur le système bonus-malus, qui est effectivement bien clair dans l'accord de majorité, on sent que le gouvernement l'a dit un peu vite et ne sait pas très bien comment s'en sortir, maintenant qu'ils l'ont dit. Non, mais alors c'est une impression qui n'engage que moi, évidemment, mais parce qu'aujourd'hui, on a demandé évidemment à ces interlocuteurs qu'on ait une information par rapport à ça, puisqu'effectivement, c'est un bonus-malus qui s'appliquera spécifiquement sur les CPS. Hein, donc, effectivement, vous connaissez aussi le système du remboursement, évidemment, du revenu d'intégration. Et donc, est-ce que ça va toucher ça? Est-ce que ça va toucher éventuellement la manne financière qui est annoncée de l'ordre des 300 millions par an, mais à partir de 27, alors que l'entrée en vigueur est en 26. Donc là aussi, on a demandé un peu des renseignements, mais bon, on n'a toujours pas d'infos. Mais le gouvernement se penche dessus. Et donc, le bonus-malus, effectivement, c'est une question, c'est aussi, on fait maintenant aussi une contractualisation de l'État avec une partie de son État, quelque part, puisque c'est entre services publics qu'on va maintenant contractualiser aussi. Et donc voilà, quand je vous disais qu'ils ne savaient pas très bien, c'est parce qu'ils ne savent pas encore très bien, mais spécifiquement selon des propos, en tout cas qui sont aujourd'hui dans la tête des gouvernants, c'est lié effectivement au financement du CPS. Et donc, ça veut dire que quelque part, on va alors sanctionner la mauvaise action d'un CPS plutôt que, évidemment, la personne elle-même qui est bénéficiaire des aides.
D'abord parce que, pourquoi aussi, et ça je pense que, voilà, pour ceux qui sont juristes, vous avez peut-être tout de suite trouvé la solution, c'est qu'ils n'ont rien envisagé en termes de modification de la loi de 76, ni de la loi de 2002. Et que s'ils doivent rentrer là-dedans, ça ouvre alors des perspectives. Et là probablement, ça ne suffira pas d'une loi programme, en fait, en d'autres termes. Et donc, il faudra des années avec un parcours législatif probablement très important. Et donc, ma question était plutôt de savoir, et peut-être pour vous deux, effectivement, on entend aujourd'hui la ministre, encore hier soir, qui le disait sur les antennes de BRTL, voilà, ou d'RTL, je vous invite à aller voir, elle parlait de récompense au CPS. Donc, on est parti. Est-ce que dans l'État-providence devenu social actif, devenu aide contractuelle, est-ce qu'on ne serait pas devenu aujourd'hui dans une aide récompensationnelle? Voilà, donc c'est un peu ma question par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a juste une petite remarque qu'on nous a faite, François Denuy, qui dit qu'il y a une inversion des chiffres entre les taux cohabitants et les taux isolés dans le tableau. Oui, effectivement, je vais en parler aussi. Voilà. Je fais trop vite. Voilà, donc effectivement, merci en tout cas d'avoir. Mais donc on l'adaptera pour la diffusion après. Voilà. Et donc, et on vous mettra à disposition. Je ne sais pas si vous vouliez répondre ou bien on attend peut-être des questions de la part de ceux qui participent et qui sont devant leur écran de l'autre côté. Donc n'hésitez pas, levez la main, comme on fait toujours. Il n'y a pas de main levée à ce stade encore. Je regarde. On est aussi joignable par mail si jamais vous avez des questions qui vous surviennent par la suite de notre présentation ou des interrogations que vous voulez nous partager. On est toujours intéressés, toutes les deux dans notre pratique professionnelle aussi, à les recevoir. Et pour réagir à ce que M. Manalis vient de dire, et je vois qu'il y a une question en même temps, oui, ça pose en tout cas question de la gouvernance et de comment l'État fonctionne. Et en Belgique, c'est d'autant plus compliqué, on le sait, hein, mais des rapports entre les différents niveaux de pouvoir et puis de la mesure de la performance. On tombe dans une gouvernance de la performance avec très peu d'indicateurs sur comment on va mesurer la performance et en sanctionnant si on octroie trop, mais pas vraiment en sanctionnant si on n'octroie pas assez, ce qui donne quand même des indicateurs en termes d'orientation et de gouvernance, quoi. Je pense que... Oui, c'est intéressant. Et notamment sur l'aspect indicateur. Ouais. Là, on est dans l'attente, évidemment. On a proposé, hein, évidemment, de travailler avec, puisque on n'a pas de légitimité, évidemment, pour nous contester. Enfin, oui, on pourrait contester, mais on n'a pas de légitimité, je dis, par rapport à la loi, donc au nom de la fédération. Mais on a proposé, évidemment, notre aide pour justement trouver au mieux les indicateurs qui permettraient de s'en sortir. Voilà. Et donc, je peux déjà vous dire que on aura normalement une task force qui va réunir les deux cabinets et les fédérations de CPAS et leur administration respective, des deux cabinets, pour essayer d'accompagner évidemment cette mesure qui est... voilà. Mais il faudrait d'abord qu'elle soit votée. Il y a Madame Sioufou qui avait posé d'abord une question, et puis après Madame Vanek, mais vous avez rabaissé la main, mais je retiens quand même votre main. Là. Madame Sioufou? Oui, bonjour à tous et merci tout d'abord pour cette présentation et de prendre le temps, c'était très intéressant. Moi, je fais partie, donc je suis conseillère CPAS Gansoren et je fais partie aussi du comité spécial de l'action sociale. On se réunit donc toutes les semaines pour passer en revue les dossiers, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai pu constater qu'effectivement, la plupart des dossiers sont soumis à la volonté de la personne de trouver un travail, etc. Donc, c'est l'intégration socio-professionnelle dont on parlait tout à l'heure. Mais quand on rentre un peu plus dans les détails des actions qui sont prises par les CPAS ou des moyens de contrôle ou des moyens d'aide dans ce cadre-là, on constate en fait qu'ils sont démunis. En tout cas, dans ma commune, ils sont totalement démunis et ils avouent en fait ne pas avoir les moyens, ne pas vraiment pouvoir suivre ça. Qui se contentent un peu d'un mail ou deux de réponse à certaines demandes, offres d'emploi, mais voilà, ils avouent et non pas à demi-mot qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour ça. Donc, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce qu'on est sur quelque chose de purement théorique ou bien est-ce qu'on a les moyens de mettre ce suivi en place véritablement?
je pense que ça dépend très fort d'un CPS à l'autre. Et j'ai vu dans la newsletter de Brulocalis, justement, la dernière qui est sortie, il y avait un atelier pour apprendre à construire son CV, accompagner quelqu'un à chercher un emploi, justement, pour essayer justement de donner des outils quand même aux travailleurs sociaux. Mais sinon, je pense que c'est notamment sur ces questions-là où, effectivement, parfois, on peut être démuni et où travailler avec des partenaires externes peut être intéressant. Des associations qui aident à chercher un emploi, qui aident à construire des CV. On peut aussi en trouver dans la commune ou au moins dans la ville pour pouvoir accompagner les personnes parce que c'est un peu... Enfin, c'est compliqué de leur dire que vous devez trouver un emploi et puis après qu'on ne puisse pas les aider du tout. C'est quand même... c'est confortable pour personne, quoi. Et donc, essayer de les renvoyer vers d'autres personnes si on ne peut pas le faire en interne, quoi. Parce qu'il ne faut pas que ça reste théorique. Sinon, en fait, les conditions qui sont dans le PIS restent un peu comme ça flottantes, quoi. Oui, c'est voué à l'échec, quoi, du Ouais. coup. Et aussi, pareil, le travail en réseau pour l'insertion sociale aussi, je pense qu'il y a pas mal, dans les terrains que j'ai déjà fait, pas mal d'associations qui sont assez actives et dont les noms circulent entre assistants sociaux beaucoup, notamment pour les NEET, etc. Il y a quelques, voilà, il y a quelques noms qui circulent et des associations qui sont particulièrement actives. Et donc voilà, je crois que ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Des assos comme Babel, Diogène, enfin il y en a pas mal qui bossent sur certaines problématiques particulières. Et donc pour ce qui est insertion sociale, on pourrait imaginer que la collaboration avec ces associations-là, ça fasse partie de l'accompagnement, quoi, avec toujours les questions de secret professionnel qui se posent. Mais voilà. Et on est justement confronté à la question, évidemment, avec les 40 000 chômeurs exclus qui vont arriver à partir du 1er janvier, 26, enfin par phase. Mais effectivement, je pense que, et là vous avez raison, je pense qu'il faut vraiment, et c'est un peu le but aussi qu'on s'est donné à la fédération de travailler avec les 19 CPS là-dessus, c'est vraiment le réseau, quoi. C'est vraiment de créer des réseaux, et pas qu'un réseau local. Alors on est aussi en grande discussion et on entame maintenant des discussions et des travaux concrets aussi par rapport à ça avec nos 2 opérateurs régionaux importants qui sont Actiris d'un côté, qui a son propre réseau aussi, mais qui a aussi un contact avec un réseau. Et donc d'essayer de se... Et alors le deuxième, c'est Bruxelles Formation, parce que, d'abord parce que c'est des opérateurs publics qui sont actifs à l'échelle de la région, mais en même temps qui ont aussi coutume et habitude d'avoir leur propre réseau. Et donc l'idée, c'est que vraiment on puisse construire ce réseau-là, parce que effectivement, si les CPS seront en première ligne, puisqu'ils seront, c'est eux qui vont ouvrir le droit à l'intégration sociale, mais c'est eux qui vont être les premiers sanctionnés aussi, hein, comme on le disait il y a un instant, et en même temps, ils ne pourront pas tout faire tout seuls. Ça, c'est sûr. Et donc, ce que dit Madame par rapport à Gansoren, rassurez-vous, je l'entends dans tous les CPS, hein, même les plus gros qui ont l'habitude de travailler avec beaucoup d'acteurs. Mais là, évidemment, comme ils sont plus gros, ils sont plus grands, mais ils auront plus de personnes qui vont arriver, hein, puisqu'on a les chiffres maintenant par commune. Et donc effectivement, sans le réseau, je pense que ça sera voué effectivement à une certaine forme d'échec. Et donc, on sera à un retour. Voilà. Autre chose aussi qui était peut-être intéressant, avant de vous passer la parole, Madame Vanek, et puis j'ai vu qu'il y avait une question aussi dans le chat, il y a aussi une question... ce qui est assez intéressant à remarquer, peut-être c'est un élément aussi supplémentaire, peut-être sur lequel, qui mérite en tout cas réflexion, c'est qu'on voit que dans toute cette réforme du chômage, il manque un acteur essentiel, qui est l'employeur, en fait. Le secteur public, enfin le secteur privé, public aussi d'ailleurs, hein, toute forme d'employeur. Et donc, or, pour nous, au niveau de la fédération, une réforme comme celle-là, qui est une vraie réforme systémique et copernicienne presque, on l'a d'ailleurs utilisé, hein, pour les CPS, c'est une réforme énorme, mais c'est vraiment une réforme de société. Or, il y a des acteurs qui ne sont pas autour de la table. Et donc, qui seraient aussi des acteurs de la solution aussi, de l'activation et du chemin vers le travail. Donc, c'est vrai que là-dessus, on est quand même assez étonné de voir qu'on ne l'évoque même pas. Donc, il n'est même pas évoqué ni dans l'accord de majorité, ni dans les discussions qu'on peut avoir. Voilà. Donc, mais par contre, ils se réjouissent de la fin des allégations de chômage. Mais par contre, ils ne sont pas autour de la table pour trouver avec eux aussi des solutions. Parce qu'effectivement, quand on vous dit 40 000 personnes, 180 000, et ça, on ne vous parle que du stock actuel. Donc, on va continuer. Et donc, il est très fort probable que nous ayons d'ici 2 ans, avec le flux qui va arriver pendant ces 2 années, on ait un doublement du nombre de revenus d'intégration en Belgique, à l'échelle du pays. Alors, on avait... Ah oui, Madame Vanek.
Oui, merci, vous m'entendez? Oui. Voilà, et donc ma préoccupation rejoint un peu la question de Madame Sioufou et puis de vos réponses aussi, c'est que effectivement remettre des personnes à l'emploi et donc les redynamiser, alors que ce soit dans le circuit emploi rémunérateur ou ça peut aussi être dans le réseau emploi plus sur base de volontariat ou de participation à une société en mouvement, en fait, hein, qui est aussi une manière d'activer socialement les personnes et de les remettre dans une forme de dynamisme. Mais le CPS ne peut pas être le seul acteur, puisqu'il y a d'autres, vous avez parlé de Bruxelles Formation, de Actiris. Donc, qu'est-ce que les réformes Arizona, finalement, prévoient comme levier aussi pour que ces organisations-là se mettent un peu au goût du jour, notamment avec les employeurs, vous en avez parlé. Mais pour moi, c'est assez essentiel que le réseau de remise à l'emploi ou de remise à l'activité, quelle qu'elle soit, rémunératrice ou pas, soit vraiment pensé de manière transversale. Sinon, les CPS vont être complètement étranglés et dépassés. Donc, il faut à la fois transformer les ISP, à la fois faire appel et interpeller. Donc, je ne sais pas si c'est prévu aussi dans les réformes Arizona qui limitent le chômage, mais qui doivent activer leur propre structure mise en place. Merci beaucoup. Alors, rien n'est prévu. À ce stade, rien n'est prévu, rien n'est écrit en tout cas. Bon, évidemment, l'État belge, c'est la complication et la complexité supplémentaire, c'est qu'il y a évidemment des compétences qui relèvent du régional, de la région, de la COCOM aussi, et de l'État fédéral. Donc, effectivement, l'allocation de chômage, c'est l'État fédéral. Donc, quand il prend sa loi programme, il est complètement dans ses compétences. Mais au-delà de ça, il n'est plus dans ses compétences. Et donc, on a. Alors, je sais qu'il y a ce qu'on appelle des Codeco qui se réunissent, enfin, qui essayent de se réunir. Donc, les Codeco, c'est le rassemblement, mais sous l'égide du ministre fédéral et qui réunit les ministres locaux dans les mêmes compétences. Et donc, il y a une Codeco, une CIM emploi qui est en cours. On va rencontrer la semaine prochaine le ministre régional de l'emploi, même s'il est en fin de parcours ou démissionnaire, en affaires courantes. On va un peu voir, il va nous faire le retour, mais c'est toute la difficulté, évidemment, voilà. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, pour être un peu l'avocat du diable, j'ai envie de vous dire, quand la loi programme est prise, tout ce qui est au-delà, ça ne les concerne pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui ne se manque pas de nous dire, en disant, et d'ailleurs, si vous avez des contacts avec la région, n'hésitez pas à leur dire qu'ils doivent être un peu plus activés aussi, eux-mêmes, et actifs aussi. Donc voilà. Donc non, il n'y a rien n'est prévu à ce stade, mais on doit effectivement, vous avez raison, ce qu'on vient de dire aussi, il faut qu'on active tout ce réseau parce que sinon on va être complètement hors champ. Alors il y avait aussi une question de François Denuy. Donc là, il y avait une question, donc c'est dans le chat, hein, qui sont donc les éléments sociaux que l'on peut mobiliser dans le cadre d'un PIS. Est-ce que ce genre de PIS non axé sur la mise en emploi sera également comptabilisé et pour bénéficier des mannes financières fédérales? On n'en sait rien. On ne le sait pas à ce stade. La seule chose qu'on nous a dit, c'est peut-être aussi une notion peut-être nouvelle, et je vous autorise à l'utiliser, même parce que c'est quelque chose qui a été répété aussi dans la presse, c'est qu'ils veulent un PIS de qualité. Voilà. Donc, on n'a pas plus d'informations à ce stade. Là aussi, on doit construire avec le gouvernement fédéral, dans le cadre de cette application, la définition du PIS de qualité. Alors, je crois aussi, honnêtement, mais c'est encore une fois une impression, hein, je vous dis après les premiers contacts, mais on n'a encore rien d'écrit, hein, mais les premiers contacts nous font un peu aussi basculer, un peu comme je disais tout à l'heure avec la notion de bonus-malus. Ce PIS de qualité, c'est en fait derrière. Donc, en fait, on oublie un peu, rappelons qu'il y a aussi dans l'accord de majorité, c'est vrai qu'on l'a oublié celui-là, le chemin vers un emploi durable, la durabilité. Donc, on a beaucoup questionné le ministre sur la question de la durabilité, pas de définition non plus, mais en même temps, je pense, une prise de conscience, voyant la réaction des CPS, voyant la réaction de divers acteurs, que cette notion de durabilité, ça allait être compliqué de l'atteindre. Et donc, ils sont plutôt réorientés à un discours politique, plutôt de parler donc de PIS de qualité. Mais encore une fois, on n'a pas de définition.
Tout comme aujourd'hui existe la question où on est en droit dans les CPS de ne pas conclure un PIS pour des raisons d'équité. C'est un peu les fameuses questions sociales qui sont évoquées là par François Denis, je crois. Mais la question d'équité, elle est toujours là, elle sera toujours là dans les textes. Mais est-ce que ça sera considéré comme étant la qualité d'un PIS? Voilà, on ne sait pas. À ce stade, on ne sait pas. On est un peu tout au début. Alors, en même temps, on est tout au début de la discussion, mais on est aussi très très tard, puisque en théorie, la loi doit entrer en vigueur, devrait être adoptée avant le 1er juillet, mais là-dessus, je pense qu'avec la sonnette d'alarme qui a été activée par la COCOM, je pense que ça ne sera plus le cas, mais à suivre dans l'actualité de ce début juillet. Mais par contre, l'entrée en vigueur, pour le moment, est toujours annoncée pour le 1er janvier 2026. Donc, c'est après-demain. Donc, toutes ces notions ne sont pas encore, en tout cas, définies à ce stade. Voilà. Merci d'avoir fait aussi la publicité de notre newsletter. Avec plaisir. Ce n'est pas la dernière version, c'est la toute première. Ah, voilà, oui, c'était la première. On a relancé, il en existait une il y a longtemps, une autre époque, avec une autre informatique. Et donc voilà, on vous a mis le lien pour vous inscrire, n'hésitez pas, vous êtes évidemment. Une autre question de Laurent Delis-Depierre, il y a de plus en plus de cas psychiatriques et des personnes du quart-monde ou sans-abri, où il est difficile de les remettre au travail. Que faire avec ces personnes? Donc c'est ce qu'on disait aussi, donc quand on parlait du volet social de l'intégration et de l'activation, mais donc il y a des personnes qui sont, et je pense que parfois certains dirigeants l'oublient, très très éloignés du marché de l'emploi, pas du tout en état de rentrer sur le marché de l'emploi. Par rapport au cas psychiatrique, on parlait de la dispense de la disposition au travail. La dispense, elle peut être pour des motifs d'équité ou de santé. Et donc la question se pose de comment est-ce qu'on atteste d'une incapacité de travail psychiatrique, à quel moment est-ce qu'on bascule dans l'indemnité et dans la mutuelle du coup et plus dans le système CPS, à quel moment on bascule dans le handicap. Les questions elles se posent au quotidien tout le temps de savoir parce que finalement c'est quand même des enjeux financiers de savoir qui va prendre en charge ces personnes. Et ces questions-là de quelle est la limite entre le handicap, l'incapacité de travailler, si la personne a déjà travaillé ou pas, et puis le CPS, elle se pose tout le temps. Et donc pour ces personnes-là, je crois que si les cas psychiatriques sont... ça dépend des cas psychiatriques, évidemment, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais dans ces cas-là, la question se pose quand même de savoir si ça a du sens de vouloir remettre ces personnes à l'emploi, s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Par rapport aux personnes sans abri, c'est vrai que c'est un public qui est très difficile et où il y a beaucoup de rechutes dans l'accompagnement, parce qu'il y a souvent des problématiques croisées, que le logement, c'est quand même une difficulté majeure à Bruxelles aujourd'hui pour tout le monde. Et donc, il y a possibilité, et pour répondre aussi à la question de M. Denis, je pense, juste avant, de mettre des choses en place, que les personnes s'engagent à aller s'inscrire à la commune, à aller faire des formalités toutes simples, remettre les personnes en ordre de mutuelle, etc., etc. Et donc, ces formalités-là, si elles ont un logement, contracter un contrat pour le gaz, l'électricité, etc. Et donc, petit à petit, remettre en place des engagements administratifs, tout en étant accompagné au départ. Je crois que c'est des choses qu'on peut faire. Après, c'est vrai que ça pose des questions hyper compliquées, ces publics-là. Mais pas viser trop vite, trop haut, quoi. Voilà. Je pense que se dire, lui, je vais le remettre sur le marché de l'emploi dans 6 mois, c'est parfois un peu délirant. Donc, il y a quand même cette idée d'un accompagnement de processus, progressif et d'un processus. C'est d'accompagnement en temps très long et c'est parfois difficile de le justifier par rapport au comité spécial. Parce qu'en fait, il y a des étapes avant qui doivent être faites avant d'autres, et aussi une confiance qui doit s'installer dans le suivi, et donc ça prend parfois vraiment énormément de temps. Et les motifs de santé, d'équité, je sais que tout le monde ne doit pas les justifier de la même manière dans les CP, et donc cette question-là, elle se pose aussi en tant que conseiller, se demander quand est-ce que j'accepte qu'un AS me dise cette personne-là, je ne peux pas la remettre au travail, ou cette personne-là, je peux. Il y a aussi des questions à ce niveau-là, de compétences, qui peut évaluer ça. Tout à fait. Oui, non, c'est toute la question du sens du travail social aussi, qui normalement n'est pas interrogée à ce stade-ci, mais par effet de répercussion ou par effet de conséquence pour élèves. On a encore une question, vous avez pas mal de questions, donc moi, on s'était promis de faire ça pendant 1 heure, donc à 3 minutes près, on est quasi à l'heure, mais donc voilà, on est disponible. Il y a la question de Michel Kuntendakana qui pose la question de la dispense de recherche d'emploi pendant un parcours de formation. Là, on n'en sait rien encore non plus, mais d'après les premières choses, ce serait oui. Il serait dispensé de la recherche d'emploi s'il est dans un parcours de formation de qualité.
Le niveau de formation des usagers est extrêmement bas, ça, vous avez tout à fait raison, une formation de base. C'est vrai que Bruxelles, de l'aveu même de l'ONEM, ça va être compliqué à Bruxelles, puisque je vous ai parlé des 40 000, donc on est déjà au-dessus, proportionnellement avec la population, on est au-dessus à tout niveau, mais aussi dans les exclus de chômage. Hein. Je vous enverrai les chiffres, peut-être qu'on pourrait mettre une ligne en plus, on verra. C'est une première chose. Et deuxièmement, on est aussi dans une surreprésentation de certains publics, dont celui qui est extrêmement bas, en tout cas dans la formation, ou en tout cas pas suffisante pour en tout cas répondre à des emplois, notamment situés à Bruxelles. Voilà, François Denuy revenait avec la question de la qualité du PIS dans une course aux chiffres pour assurer les finances du CPS. Vous n'avez pas tort, hein. C'est vrai que là-dessus, voilà, et encore une fois, l'approche du PIS va devoir, là, ça va être très questionnant évidemment pour les CPS, c'est que l'approche du PIS jusqu'à présent était relativement souple, et donc à la fois dans le cadre du contrôle a posteriori par les SPPIS qui fournissaient les finances, mais en même temps dans l'utilisation aussi. Hein, certains conseils de l'action sociale étaient plutôt très regardants, très insistants, d'autres pas du tout. Et donc on a des pratiques très différentes dans les CPS par rapport à ça. Il y a fort à parier que le PIS de qualité dont je parlais tout à l'heure va obliger à devoir en tout cas réfléchir, mais ça on le fera ensemble et probablement avec les élus, parce que c'est vous qui allez décider in fine. Hein. Mais vraiment, je crois qu'il y aura une réflexion à avoir par rapport à ce que ça doit devenir. Et au-delà du contrat, ou peut-être un vrai contrat. Voilà, et qui va peut-être amener aussi à devoir réfléchir par rapport aux obligations que ça impose aussi le CPS en tant que pouvoir public, ou en tout cas qu'institution publique. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore. Sinon, ben voilà, nous aurons bien tenu 1 heure. On vous remercie encore, vous deux, en tout cas pour la participation ce midi et pour les nombreuses questions que vous nous avez ouvertes. Angoisse aussi que vous avez probablement créée, mais c'est pas grave, on sera en tout cas suffisamment ensemble, déjà les 19 CPAS, pour réfléchir. On continuera encore ces réflexions, on ne vous perd pas de vue, hein, surtout votre thèse, voilà, on ne la perd pas de vue non plus. Et donc voilà, on sera encore au taquet avec vous aussi, vous tous, dans les CPAS, puisque je dis, il y a des chantiers assez colossaux qui s'ouvrent. Et même si on est à J-1, ça n'empêche que ces chantiers, voilà, il ne faudra pas se tromper non plus. Et on fera en sorte qu'on dira au gouvernement qu'il ne faudra pas se tromper. Sachez aussi que c'est dans l'intérêt aussi de tout le monde, enfin, du ministre d'abord, de évidemment réussir sa réforme, puisque si dans 4 ans il se rend compte qu'il a renvoyé vers les CPS 180 000, 200 000, 300 000 personnes et qu'elles y sont, c'est un échec de la politique. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même une réflexion importante et toujours intéressante à avoir. Et donc on compte sur vous aussi. Merci à vous d'avoir participé à ce nouveau format et vous aurez donc accès à la présentation très prochainement, mais ce sera au plus tard lundi prochain, sur notre site brulocalis.brussels. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci pour tous ces renseignements. Ça nous a rapporté un petit peu plus, c'est un peu plus clair pour nous, enfin pour moi personnellement. Génial. Merci C'était le à but. vous. Merci. Merci à vous. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.